Salut à toutes, salut à tous, c'est l'heure de partir ensemble à la découverte, à la rencontre d'un talent musical et aujourd'hui, ça va être un numéro collector, vous allez comprendre, bienvenue sur TVM, bienvenue dans le Zikoscope. Et comme à chaque fois, évidemment, Richard Matera est avec moi. Salut Richard. Salut Cédric. Tout va bien, passionné de musique, je le rappelle, et également discothécaire à la bibliothèque de Montreuil. L'invité qui va nous rejoindre dans quelques secondes, Richard, c'est François Jeannot. Alors François Jeannot, oui, qui est un saxophoniste, qui est flûtiste, qui est compositeur, qui est chef d'orchestre, qui est arrangeur, qui est pédagogue, enseignant, sound painter. C'est un monument du jazz et avec lui on peut revivre les 70 ans de l'histoire du jazz en France parce qu'il a côtoyé tous les plus grands noms du jazz français et du jazz international. C'est quelqu'un qui a accompagné toute l'évolution du jazz en passant par tous les courants du jazz, du swing à la Nouvelle-Orléans, en passant par le bebop, le hard bop, le free jazz et aussi la pop musique. C'est quelqu'un qui maîtrise tous les langages du jazz, mais je crois que le jazz qu'il préfère, c'est le jazz qui expérimente, le jazz qui improvise, le jazz qui n'est pas directif. C'est vraiment un grand privilège d'avoir François Jeannot sur le plateau aujourd'hui. Ouais. Et bien justement Richard, on va demander à notre invité de bien vouloir nous rejoindre ici sur ce plateau. François Jeannot, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est un plaisir pour l'instant. Merci de passer au Zikoscope. On va essayer que ça dure. Et évidemment, ce plaisir. Alors, dans le Zikoscope, forcément, on est là pour parler musique. On va tenter de revenir sur votre très riche parcours artistique. Mais tout à l'heure, on fera un petit pas de côté avec un portrait chinois. Je crois que ça vous plaît pas trop, cette idée. Oui. Mais on va la tenter. C'est le péril jaune, sans doute. Voilà. On la tentera tout à l'heure. Alors François Jeannot, vous êtes né en 1935. Évidemment, dès qu'il y a une mauvaise info dedans, dans ce que je dis, vous m'arrêtez. Vous êtes né en 1935 à Paris. Oui. Adolescent, vous découvrez le jazz grâce au concert parisien donné par Charlie Parker et Sidney Bechet juste après la guerre. On est en 1949, c'est ça ? Exact, oui. J'avais déjà découvert le jazz par les émissions de radio. C'est pour ça que je suis allé à ce concert, parce que j'avais envie d'entendre cette musique en direct. Alors voir des musiciens aussi immenses que ça, j'imagine que ça reste inoubliable ? Ça reste inoubliable, d'autant que ça, en fait, c'est ce qui a déclenché ma reconversion, parce que je faisais une licence de lettres, et ça m'a été reconversion vers la musique, ça oui. Voilà, avec, on va dire, un attachement encore plus particulier peut-être à Sidney Bechet, qui vous a beaucoup influencé, ou pas ? Si, il m'a beaucoup influencé, forcément, d'autant que mon premier instrument, c'est le saxophone soprano. Mais il y a une question de circonstance là-dedans. Mon frère jouait de la clarinette et il voulait avoir un saxophoniste soprano dans son orchestre. Donc ce qui fait que j'ai commencé par jouer dans un orchestre Nouvelle-Orléans du saxophone soprano. Et j'ai lu que vous aviez fait ça un petit peu en autodidacte. Vous êtes lancé dans le saxophone. Complètement. Et ça continue. Avec en arrière-plan quand même la flûte aussi au conservatoire ? Oui, c'est venu un peu après parce que j'aime beaucoup la flûte. Mais entre-temps, j'ai joué aussi du saxophone ténor, beaucoup de saxophone ténor. Alors rapidement, dans les années 50-60, vous côtoyez les grands noms du jazz français et américain. On en parlait tout à l'heure avec Richard, dans les clubs de la capitale, qui ont été un petit peu quoi, votre école Ça a été mon école de jazz en particulier. Une chose qui n'existe plus du tout de nos jours, c'est de jouer 2 ans et demi dans le même club tous les soirs avec des matinées le samedi et le dimanche. Ça, quand on parle de ça, des jeunes musiciens, ils veulent même pas le croire, quoi. Mais en fait, ça a été mon école de jazz parce que ça m'a permis de côtoyer plein de musiciens, dont beaucoup de musiciens américains qui sont restés plus ou moins certains, qui habitaient à Paris pendant un certain temps. Vous avez des noms comme ça à nous donner ? Comme Bud Powell, Don Byas, il y en a plein. Alors dans les années 50 et 60, le jazz à Paris, c'est quelques petits clubs c'est un petit milieu. C'est beaucoup de petits clubs. Beaucoup de petits clubs. Et comment ça se passe une soirée ? C'est 2 grands clubs, c'est le club Saint-Germain et le Blue Note. Ouais. Un qui est rive gauche, l'autre rive droite. Mais puis il y avait d'autres, il y avait le Caméléon, il y avait le River Pop, il y avait les Trois Maillets, il y avait plein de clubs. L'ambiance à l'époque, c'est quoi ? C'est une effervescence autour du jazz ? Une effervescence totale, oui. Ouais. Donc il vous arrive le même soir d'aller jouer à plusieurs endroits, vous faites
Oui et non. Oui, Je veux dire, en général, quand on joue dans un club, on joue de D'accord. 10h du soir à 3h du matin, on n'a pas le temps d'aller ailleurs. Alors au début des années 60, vous découvrez le free jazz qui vient un petit peu casser les codes établis précédemment par le jazz, et en éclaireur, en avant-gardiste, vous êtes l'un des premiers à expérimenter le free jazz en France, et il y a eu d'ailleurs 2 albums en particulier. Oui, tout à fait. L'album Enfin de Jeff Gilson en 62, et puis un album de François Tusque qui s'appelle Free Jazz. Alors avec le free jazz, on s'affranchit des codes traditionnels de composition, c'est une création qui est collective, c'est aussi un mouvement musical qui est un peu plus politisé, un peu plus de liberté dans la création. Ça annonce déjà un petit peu mai 68 et ses C'est idées. parce que c'était dans l'air du temps général. La musique, elle est fonction de ce qui se passe dans le monde. Et il y avait cet air du temps-là, dans la fin des années 50, début des années 60. Et nous qui étions de la jeune génération, on s'intéressait à tout ce qui se passait dans cette musique, forcément. Vous avez quel âge à l'époque? On parle de... Faites le calcul, de 1935. 65, vous avez la trentaine. Voilà. Et donc il y a ces 2 albums qui vont donc rester, on l'a dit, Enfin et Free Jazz. Et en parallèle, toujours dans les années 60, vous êtes musicien de studio et de variété, c'est ça? Oui, parce que le free jazz, c'est bien joli, mais ça nourrissait pas son homme forcément très bien. Donc on était, je suis pas le seul du tout, est appelé à avoir d'autres occupations musicales, mais un peu plus business, un peu plus lucratives. Alors donc faire des séances d'enregistrement. Oui, ce qui est fort, c'est un métier très intéressant, et c'est un métier très difficile d'ailleurs. Mais bon, j'ai appris beaucoup de choses en faisant ça. On a lu sur Wikipédia, on n'est pas toujours sûr des infos qu'il y a dessus, que vous avez accompagné Claude François à l'Olympia, c'est vrai? Parfaitement, mais je l'ai accompagné pendant 4 ans. Ah oui? Oui, à faire toutes les tournées, tout le truc avec Claude François. Voilà, et là aussi, j'ai appris beaucoup de choses, parce que c'était quelqu'un dont on peut dire très exigeant, beaucoup de choses, mais on peut lui reconnaître le fait qu'il était très professionnel. Alors on va continuer à dérouler le fil de votre carrière à vitesse presque grand V. Vous multipliez les projets après les années 60, on vous retrouve sur des albums de jazz, donc on l'a dit ça tout à l'heure. Vous participez même à un groupe de pop musique qui s'appelle Triangle. Oui, pendant 4 ans. Voilà, vous écrivez des opéras. Mais pourquoi Triangle? C'est parce que c'était ça aussi dans l'air du temps. On avait envie que les choses se mélangent, que les musiques se mélangent. Donc, moi qui j'étais musicien de jazz, j'avais envie d'aller un peu vers le rock, vers ce qu'on appelait la pop musique à l'époque. Vous avez écrit aussi des opéras de jazz, collaboré avec le cinéma, vous n'arrêtez pas. Et 1974-1975, vous sortez le premier album sous votre nom. C'est vrai. Qui s'appelle Une bien curieuse planète. Oui, et c'est un titre tout à fait d'actualité. On peut difficilement le contredire. Donc il y a ce The François Jeannot Quartet donc, qui se forme à cette époque. On va continuer de parler ensemble, mais d'abord on voulait vous montrer cet extrait. Retour donc en 1975. Vous nous direz un mot sur les images qu'on va voir ensemble. Regardez cet extrait, on vous retrouve évidemment sur scène en live. Voilà, un extrait très court de ce passage. Un mot sur ces images qui ont été tournées où? Oui, ça a été tourné à Rome, dans un grand club de Rome qui s'appelait le Music Inn. D'accord, et on passait tous les musiciens européens, américains, tout le monde passait à cet endroit-là. On va citer les autres membres du quartet. Volontiers. Présent à l'époque. Alors Michel Graillet au piano. Formidable musicien. Jean-François Jenny Clark. Alors, un des meilleurs. Il y avait mes 10 bassistes dans le monde, il y a Jean-François Jenny Clark dans ces 10 bassistes. Et à la batterie Aldo Romano. Aldo Romano. Et vous, bien sûr, on vous a vu, François Jeannot, au saxophone soprano avec une grande barbe. J'avais la barbe, les cheveux longs, oui. C'était peut-être l'air du temps aussi. Ça.
Vous avez un rapport particulier avec le saxophone soprano. C'est pas un instrument naturellement fait pour le jazz, je dirais, mais vous avez réussi à lui donner une place prépondérante dans le jazz. Pourquoi ce... En général, quand les saxophonistes normaux, ils vont dans un conservatoire et ils apprennent le saxophone alto. Et c'est une aberration totale de commencer par le soprano. Mais c'est une chose circonstancielle que je ne regrette pas du tout, mais j'ai jamais mis les pieds dans un conservatoire, sauf bien plus tard pour enseigner dans un conservatoire. D'accord. Ça va être le moment de ta question, Richard, ta question de zikophile, ta question, technique à notre invité. Alors moi, j'ai lu et vu des interviews de vous, et vous affirmez que dans le jazz, l'important, mais pas que, c'est le rythme. Bien sûr. C'est quoi une bonne section rythmique dans le jazz pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez un binôme, puisque généralement c'est la batterie et la contrebasse, quand on parle de section rythmique, est-ce qu'il y a un binôme qui vous a particulièrement marqué durant votre longue carrière? Oui, mais alors je veux dire que le rythme, quand on parle de rythme, c'est pas seulement jouer avec une section rythmique, c'est avoir une notion du rythme, sa propre notion du rythme, une sorte d'horloge interne. Et c'est ça le plus important, c'est ce qui permet de jouer avec les autres sans avoir besoin d'eux. Moins on a besoin de quelque chose, de quelqu'un, et on peut le plus en profiter en fait. D'accord. Et ça s'apprend, le rythme? Mais avoir le rythme comme ça? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent, il y en a d'autres qui... On s'imprègne de choses. C'est à force d'écouter... moi je pense que, quelle que soit la musique qu'on fait, enfin moi pour le jazz, il faut essayer d'en faire sa musique maternelle. Même si je ne suis pas né à la Nouvelle-Orléans, et peu importe. Et il y a deux choses importantes. Le son et le rythme. Ou le rythme et le son. Vous le donnez dans n'importe quel ordre. Il faut avoir son propre son. C'est ce qui fait qu'on reconnaît dans le jazz, on reconnaît, je sais pas quoi, Rollins de Coltrane en 2 secondes et Bill Evans de Bud Powell en 2 secondes, etc. Il faut avoir son propre son, développer ses propres capacités, donc le son et cette faculté de gérer le temps qui passe, c'est-à-dire le rythme. Voilà, c'est un petit peu comme à la télé, gérer le temps qui passe. Et justement, on va... son, c'est aussi à la télé. Et le son aussi, voilà. On va évidemment continuer à parler musique, mais d'abord le fameux moment portrait chinois. Quelques petites questions rapides pour tenter d'en savoir un peu plus sur vous hors musique. C'est donc le Zico Speed, tout de suite. Voilà, François Jeannot, ça va aller assez vite. On commence. 3 questions. Si vous étiez un film d'abord. Ben-Hur. Pourquoi? Parce qu'il faut bien en citer un. D'accord. Non, le monde du cinéma, c'est un monde tellement vaste. Il y a beaucoup de choses dans le cinéma qui m'ont plu et qui me plairont encore, bien sûr. Oui. Et vous retenez Ben-Hur dans ce portrait chinois. Si vous étiez un livre? Il y a des livres que j'ai souvent lus et relus. C'est des livres, des livres de Krishnamurti. D'accord. Et maintenant, dernière question, si vous étiez une ville? Montreuil. Évidemment. Voilà, évidemment Montreuil. C'est un peu faillot, mais bon. On va continuer de dérouler votre immense carrière. On va passer maintenant aux années 80, où vous démarrez des missions pédagogiques et d'enseignement. Vous êtes nommé directeur du premier orchestre national du jazz. Ça, c'est pas pédagogique du tout, le premier orchestre national de jazz. Ça tombe pas dans la pédagogie. Pas dans la pédagogie, mais disons que vous prenez un peu... Oui, mais il faut dire qu'avant, toute fin des années 70, début des années 80, la pédagogie du jazz, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'école de jazz, il n'y avait pas de livre sur l'improvisation, il n'y avait rien. Donc ça démarre à ce moment-là. Et ça a commencé pour moi à faire dans les festivals, a commencé à y avoir des stages pendant la durée du festival à Nîmes ou dans des endroits comme ça. Pour transmettre au public, c'est ça Non, transmettre à des musiciens, amateurs ou pas. Oui, c'était des stages d'improvisation. Okay. Ça a commencé comme ça. Après, j'étais au conservatoire de Ville-d'Avray, après au conservatoire du 5e arrondissement, et j'ai arrêté parce qu'il y avait l'ONG en 86. Ensuite, vous avez contribué à la création du département de jazz du Conservatoire de La Réunion. Oui. Correct. Conservatoire de jazz et des musiques réunionnaises. Parce qu'il y a 2 musiques réunionnaises que j'apprécie beaucoup, qui sont le Maloya et le Sega.
La Réunion, vous avez encore des... J'ai contacts, vous y habité retournez 4 ans souvent. à La Réunion pour ça et pour d'autres choses. Et j'ai encore plein de contacts, je suis toujours content d'y retourner, bien sûr. Oui. Ensuite, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, vous créez le département jazz et musique improvisée. Et puis, dans les non, années 2000... non sans mal. Non sans mal, c'est vrai, ça a été Parce compliqué. qu'il y a beaucoup de gens de cette maison-là qui disaient mais non, le jazz dans une C'est pas maison sérieux. ancienne comme ça et vénérable, non, on va pas mettre du jazz là-dedans. Et ça a pris 8 ans quand même. 8 ans pour mettre en place cette... 8 ans, quand on m'a demandé de faire un projet de département, c'était en 83 et ça a ouvert en 91. Ça a pris 8 ans quand même. Hein. Il a fallu attendre différents changements de directeur parce qu'il y en avait qui ne voulaient pas entendre parler de ça. réticents. Ouais. Dans les années 2000, on va s'intéresser à un concept que vous allez développer en France. C'est le sound painting. Le sound painting. Voilà, alors d'abord, on va quand même dire un mot d'explication, François Jeannot, pour les personnes qui n'ont jamais entendu ce mot. Ça veut dire quoi? C'est quoi le sound painting? Le sound painting, c'est un langage de convention gestuelle, de signes, qui servent. C'est un langage multidisciplinaire, ça c'est important de le dire, qui sert à faire de la composition en temps réel. Ça, c'est vraiment l'objectif du sound painting, c'est de faire de la composition en temps réel. Et comme c'est multidisciplinaire, ça s'adresse à n'importe qui. Et je précise... même à vous. Voilà, alors là, je crois qu'on va peut-être avoir un exercice à faire. Je vais lancer un magnéto, comme ça on va peut-être y échapper, Richard, puisque je précise que depuis 2005, vous êtes directeur musical du Spoomj. Mais le sound painting vient de ma rencontre avec Walter Thompson en 98. Voilà, Qui est le théoricien du sound painting. C'est l'inventeur du langage. Oui. C'est un vrai langage structuré avec codifié, une syntaxe, un vocabulaire, etc. C'est un vrai langage. Voilà, on va continuer à parler de sound painting pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur cette notion, de mieux comprendre. Depuis 2005, je l'ai dit, vous êtes donc directeur musical du Spoomj, le Sound Painting Orchestra de l'Union des musiciens de jazz. Tout à fait. On va en parler, on vous retrouve d'abord sur ces images. Regardez. Vive la République! Vive la Rance! Voilà, et donc l'extrait qu'on vient de voir, le titre de cette vidéo, le Spoomj parle aux Rancais, c'est bien ça? Le Spoomj, chaque fois qu'on a un concert, on a un thème différent. Alors ça peut être, je sais pas quoi, ça a eu plein de choses, le Tour de France, ça peut être le pouvoir d'achat, le bicentenaire de la mort de Lully, c'est dans tous les genres. Il y a un esprit un petit peu décalé, je pense que c'est pour ça que ça vous plaît particulièrement. Moi, Oui, bien sûr. Bien Oui. sûr. Et ce qu'il y a aussi, ce qui est bien, et on y reviendra peut-être avec le free jazz ou tout ça, c'est qu'il ne peut pas y avoir 2 concerts pareils. Ouais. Ça, c'est formidable. Et puis il y a beaucoup de liberté, et ça vous plaît aussi. Il y a beaucoup de liberté aussi, ce qui n'est pas pour me déplaire. Moi, j'ai le sentiment qu'avec le sound painting, on prend pas une autre direction du jazz. Le jazz, on sait qu'historiquement, il s'est ouvert au rock, il s'est ouvert à l'électronique, il s'est ouvert aux musiques du monde. Mais avec le sound painting, on va un petit peu vers les musiques improvisées, vers la recherche sonore, vers la musique imprévisible, vers la musique contemporaine un peu parfois. Mais oui, bien sûr. Mais le sound painting en tant que tel n'est pas lié à une musique quelconque. Il n'est pas lié spécifiquement au jazz. Pas du tout. Je crois même il y a qu'on des peut... groupes de sound painting qui sont faits que de musiciens classiques. D'accord. Moi, j'ai fait du sound painting je sais pas où, au Kazakhstan, avec des gens d'une toute autre culture. Mais ça fonctionne très très Et bien. ça peut fonctionner aussi pour des danseurs ou d'autres artistes visuels. De même qu'on peut apprendre le français dans n'importe quel pays du monde. On peut faire fonctionner le sound painting n'importe où. C'est une de ses grandes qualités. C'est bientôt la fin déjà de ce numéro du Zikoscope, et ici ça va très vite. François Jeannot, vous l'avez compris, on a eu un petit peu de mal à résumer en quelques minutes votre foisonnante Mais carrière. j'ai pas le temps de vous jouer quelque chose alors.
de nous jouer quelque chose? Vous Non, voulez mais nous... j'ai pas amené mon Vous n'avez rien à saxophone. voir. Vous avez signé, je vais le préciser quand même, au cours de votre carrière, une trentaine d'enregistrements sous votre nom. En tant que compositeur, c'est un catalogue de plus de 500 œuvres. Oui. Voilà, ce qui est quand même monumental. Vous êtes aussi... J'en ai oublié beaucoup. Vous êtes aussi un dénicheur de talent. Et alors, on va dire quand même aussi un mot des récompenses, des distinctions que vous avez reçues. Il y en a Oui, pas mal. C'est ce que je préfère. Ah, j'imagine. On y va. Chevalier des Arts et des Lettres en 1985, Chevalier des Arts et des Lettres de la République malgache, prix Boris Vian, ça, je suis Grand très Prix fier, du disque. Ah, c'est vrai? De quel oui. Ouais. Oui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont chevaliers des arts et lettres de Madagascar, de la République malgache. Il y a eu le Grand Prix national de la musique en 91, Ouais, le Grand Prix de la SACEM 2003 Normal. et officier national, officier dans l'Ordre national du mérite 2013. Ouais. Ça, on n'est pas beaucoup de musiciens de jazz à être dans l'Ordre national du mérite. Et je crois bien que j'ai été le premier. Je sais pas, ça devait être dans les années 90. On a une dernière question, Richard, sur. On va pas s'arrêter sur les distinctions. Question de curieux, parce que François Jeannot, vous avez rencontré beaucoup de musiciens, beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a une rencontre particulière qui vous aurait marqué? Un musicien qui vous a particulièrement marqué, mais je sais que c'est difficile parce que vous avez le droit à deux peut-être. Sympa. Qui est de. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé, évidemment. J'étais très content de Coltrane, forcément, j'aime Coltrane, mais de fournir des anches à Coltrane. Ah ouais. Ça, c'était. Ça quand même. Ouais. Et alors, il m'appelait à 3h du matin, parce que le décalage horaire, il s'en fichait un peu, peut-être. Et donc, je fournissais des anches. Ça, je suis très fier de ça. D'accord. Eh bien, merci. Et, non, j'ai droit à deux. À deux, oui. Ah oui. Allez, ouais. Non, il y a un autre que j'aime bien, que j'ai côtoyé un peu, on n'a jamais joué ensemble, mais c'est Wayne Shorter. Ouais. Comme ça, on a beaucoup de points communs, parce qu'on est de la même génération, on a un peu le même parcours. Tout à fait. Et j'aime beaucoup la façon dont il joue, j'aime beaucoup la façon dont il écrit la musique, c'est un grand compositeur. Et je voulais le faire venir faire une masterclass au CNSM, mais ça n'a jamais été possible. C'est un de mes regrets. D'accord. Avant de se quitter, un mot sur les projets qui sont encore là, actuellement, devant vous. Le projet, c'est de jouer, bien sûr, même si dans la période actuelle, c'est pas aussi facile qu'on aimerait. Mais aussi, j'ai un projet avec ma fille, Agathe. J'ai écrit un livre. Si vous avez un éditeur, je suis preneur. Le message est passé. C'est 500 pages quand même. Et on a monté un spectacle tous les deux. Elle lit des textes et moi je joue. Voilà, on a une espèce de. Ça s'appelle double jeu. Ok, c'est déjà sorti? On l'a fait plusieurs fois et on n'a pas fait. Et ça continue. Et ça continue. Super. Merci beaucoup, François Jeannot. Merci à vous d'avoir été notre invité. Surtout pour le truc chinois là. Ah ouais, on a vu que c'est un moment qui vous a plu particulièrement. Merci à vous d'être venu nous avoir fait l'honneur d'avoir été sur le plateau de TVM. Merci Richard. Merci à toi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Zikoscope. Merci à vous. À très vite. Salut.